à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très importante pour moi et pour plus de 700 000 personnes en France et 50 millions dans le monde entier. Rien que ça. Je vais vous parler du Purple Day et de l'épilepsie, la deuxième maladie neurologique la plus répandue en France. Moi c'est Spokinette et sur cette chaîne je propose du contenu sur des jeux vidéo qui traitent de la santé mentale ainsi que d'autres concepts qui arriveront prochainement. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch et regarder les rediffusions sur ma chaîne YouTube secondaire. L'épilepsie, ou plutôt les épilepsies, est une maladie neurologique qui se manifeste par la répétition de crises dans lesquelles a lieu une surcharge électrique au sein d'un groupe de neurones. Vous voyez le disjoncteur quand il y a une surcharge d'électricité et que du coup il disjoncte et donc il fait tout noir. Et ben globalement c'est la même chose mais dans un cerveau. Ces fameuses crises, elles peuvent se manifester de différentes manières. Il y a deux types de crises, les crises généralisées et les crises focales. Les crises généralisées concernent l'intégralité du cerveau, alors que les crises focales concernent seulement une partie particulière du cerveau. Vous faites là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou peut-être dedans. Bref, vous avez compris. Parle, c'est parce que j'ai moi-même été épileptique à l'âge de 8 ans. Ce que je faisais comme crise à l'époque, c'était des absences. D'un coup, pendant une dizaine de secondes, je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien, c'était tout noir. Et en plus de ça, je me mettais à faire des bulles avec ma bouche. Il faut savoir qu'à cette époque, on avait très peu d'informations et en plus de ça, j'étais la première de la famille à avoir de l'épilepsie. Personne n'en avait jamais entendu parler. Pour le détecter, j'ai dû aller voir un neurologue qui m'a fait passer un électroencéphalogramme. À quoi est-ce que ça ressemble? Globalement, c'est un casque avec des électrodes qui sont reliées à une machine qui permet de mesurer et d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et ensuite, tout est analysé sur un ordinateur. Pendant ce temps-là, on nous fait passer une batterie de tests, comme par exemple des exercices de respiration, des tests avec la lumière. On avait de la lumière stroboscopique, il fallait fermer les yeux, les ouvrir, les refermer, les rouvrir. Et à quoi ça ressemble sur papier? Tada! On voit bien le neurologue qui a entouré en plein milieu ce qui n'allait pas. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de pic régulier, il n'y a que des montagnes russes partout dans tous les sens. Ça c'était mon électroencéphalogramme de quand j'étais petite, donc à 8 ans quand on m'a diagnostiqué l'épilepsie. Et ça, c'est mon électroencéphalogramme de 2012 quand j'ai pu enfin arrêter mon traitement parce que tout était revenu à la normale. Là vous voyez, il n'y a plus aucune irrégularité et ça c'est top. Après m'avoir diagnostiqué, il a fallu que je prenne un traitement pendant 4 ans pour me soigner et ce traitement c'était de la micropatine. Mes crises se sont rapidement estompées mais j'ai eu des effets secondaires liés au traitement. Et parmi ces effets secondaires, en fait, il faut savoir que à l'époque, normalement, je mangeais de tout et le médicament était censé m'ouvrir l'appétit. Sauf que moi, ça faisait l'exact inverse, c'est-à-dire que ça m'a réduit l'appétit et donc il y avait plein d'aliments que j'arrivais plus à manger d'un coup du jour au lendemain. Je m'en souviendrai toujours, je sais pas, je crois que ça m'a trauma. Le poulet. Rien que l'odeur du poulet, ça me donnait envie de vomir et j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir manger tout ce que je voulais manger de base. J'ai eu aussi des phobies qui se sont déclenchées à ce moment-là. Typiquement, vous voyez les sièges chez les dentistes et les orthodontistes qui nous basculent vers l'arrière. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à déclencher une phobie de tomber. Et puis, un effet secondaire qui m'a valu plein de sessions à l'hôpital, c'est que le traitement m'a arrêté la croissance pendant 1 an. Donc déjà que j'étais la plus petite de la classe de base, ben là j'étais encore plus la plus petite de la classe. Mais dans tout ça, j'ai eu de la chance, j'ai quand même rapidement pu en être guérie, même si aujourd'hui encore je fais attention à garder une certaine hygiène de vie. Il faut savoir qu'il reste plein de personnes qui n'ont justement pas du tout cette chance-là et se retrouvent avec des types d'épilepsie beaucoup plus intenses, beaucoup plus complexes, qui peuvent même être un peu dangereuses car elles peuvent se blesser lors d'une crise. Les absences que j'ai eues font partie des crises généralisées. Dans ces crises, on y retrouve aussi les crises myocloniques, donc des convulsions des bras, des jambes, du haut du corps, mais sans perdre la conscience. Les crises atoniques où il y a une perte du tonus musculaire, donc c'est-à-dire que la personne perd la force de ses muscles et donc risque de chuter. Et il y a aussi les crises tonico-cloniques ou dites de grand mal, et c'est celles qui sont les plus connues car elles sont assez spectaculaires. Oui, c'est exactement celle-ci que vous connaissez.
Ce sont des crises où la personne perd conscience, tombe et convulse. Et parmi tout ça, il faut savoir qu'il y a des épilepsies qui sont pharmacorésistantes, c'est-à-dire qu'elles résistent au traitement. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, Miss Pokinette, on peut faire des opérations maintenant. Et c'est totalement vrai, mais une opération du cerveau, ça reste quand même quelque chose d'assez délicat et lourd pour les patients. Et même en fonction de là où est localisée l'épilepsie dans le cerveau, parfois c'est pas la solution la plus judicieuse à prendre. C'est pour ça qu'il existe des associations et des fondations pour permettre de débloquer des fonds afin de faire progresser la recherche scientifique sur cette maladie et augmenter les chances de trouver des traitements, des solutions plus efficaces et plus précises afin de soigner le plus de patients possible. Nous allons prendre comme cobaye Arthur ici présent, dont j'ai volé le cerveau tout à l'heure. Oups. Tout d'abord, commençons par un cas un peu simple, c'est-à-dire les absences, ce que moi je faisais. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'il fait tout noir? J'avoue, j'abuse un peu de la blague. Eh bien, Arthur ici présent nous fait des absences comme crise. Il a tellement l'air outré de tout ce qu'il voit. Globalement, Arthur sera dans l'incapacité de réagir s'il arrive quoi que ce soit dans son environnement. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre à devenir garde du corps. Donc c'est-à-dire que si jamais il y a des gens qui jouent au foot de l'autre côté et que le ballon, il saute comme ça, et que la trajectoire du ballon a l'air de se diriger tout droit sur Arthur, il va falloir que vous fassiez non! Voilà. Donc votre mission, c'est d'être garde du corps. En général, les crises, ça peut durer quelques minutes, voire quelques secondes, ça dépend. Donc votre job, ça va être d'être la personne calme du binôme. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que des fois, après une crise d'épilepsie, les patients, quand ils reviennent à la conscience, ils enchaînent avec une crise d'anxiété. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir être quelqu'un qui rassure et qui reste calme, d'accord? Parce que si vous êtes paniqué également, globalement, rajouter de l'anxiété sur de l'anxiété, ça fait pas bon ménage en général. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur comment va Arthur. Enfin, vous avez compris, là c'est seulement pour l'exemple. Comment il se sent, est-ce qu'il ressent des douleurs, à quelconque endroit, etc. Et surtout, soyez calme, posé, dans la détente, relax, tout va superbement bien. Arthur aura besoin d'être rassuré. En revanche, si vous vous retrouvez dans une situation de danger imminent, c'est-à-dire, imaginons Arthur est à la plage et fait une crise dans l'eau, et ben on va peut-être éviter que Arthur ne se noie. Merci d'appuyer mon propos. Donc il va falloir le sortir de l'eau, par exemple, et l'allonger du coup par terre. Ou alors si jamais vous êtes en plein milieu d'un passage piéton, parce que vous étiez en train de traverser à ce moment-là, bon et ben il va falloir quand même le déplacer dans un lieu beaucoup plus sécurisé. Après, peut-être qu'on ne le savait pas, mais qu'en fait vous êtes Spider-Man. Bref, soyez un garde du corps calme et rassurant. Nous nous retrouvons dans un cas de figure où Arthur ferait une crise tonico-clonique, donc c'est-à-dire qu'il tombe par terre, il perd conscience et il convulse. Mais fais un effort aussi. Comment tu veux que les gens s'identifient si tu fournis que la moitié du travail? Première chose à faire, vérifier qu'il n'y a pas d'objets ou de meubles aux alentours sur lesquels Arthur viendrait se blesser pendant sa crise. Parce que pour rappel, il convulse, donc il peut se faire mal en se cognant contre des meubles ou des objets. Donc ça là par exemple, ça dégage. Voilà. Ensuite, si Arthur a des vêtements serrés, il faut les desserrer. Si Arthur a des lunettes, ça dégage. Et ensuite, si vous avez un vêtement, un linge, une serviette, peu importe, un truc mou à placer sous sa tête, placez-le sous sa tête. Parce que vu qu'il convulse, et bien forcément sa tête elle tape contre le sol. Et le sol, ça fait un peu mal quand même. Ensuite, vous le laissez faire sa crise, vous n'empêchez pas ses mouvements. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de vouloir essayer de tenir sa langue. Il ne peut pas avaler sa langue pendant sa crise. Et d'ailleurs, c'est plutôt vous qui risqueriez d'avoir mal. Parce que... aïe, ça fait mal. Dans n'importe quel type de crise, essayez si possible de mettre un chronomètre pour voir combien de temps dure la crise. Et si possible également,
de filmer la crise afin que les médecins puissent examiner ce qu'il se passe. C'est super important. N'oubliez pas non plus que ça ne sert à rien d'essayer de lui donner à boire. Ne faites surtout pas ça, ok? Vous ne donnez rien, ni à boire, ni à manger ou quoi que ce soit. Vous le laissez faire sa crise et vous restez avec lui jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'il reprenne conscience. Et s'il enchaîne avec une crise d'anxiété, vous l'aidez à faire des exercices de respiration et surtout vous ne paniquez pas. Maintenant, quand est-ce que vous devez appeler le 15 ou le 112? Si par exemple la crise dure plus de 5 minutes, vous appelez le 15 ou le 112. Si jamais il enchaîne les crises sans reprendre conscience, vous appelez le 15 ou le 112. Et si, admettons qu'il termine sa crise et qu'il reste inconscient plus de 10 minutes, vous appelez le 15 ou le 112. D'ailleurs, à ce sujet-là, si Arthur termine sa crise et qu'il reste inconscient, vous allez devoir le mettre en PLS. Comment faire une PLS? Déjà, le bras qui sera de votre côté, vous le mettez sur le côté. Enfin, comme ça. J'avais oublié qu'il n'était pas articulé autant que ça. Après, vous savez, je fais avec les moyens du bord. Je vais quand même pas me mettre en PLS toute seule. Ce qu'il faut pas faire pour maintenir votre attention sur cette vidéo quand même. Apprends la PLS avec Spocky. Admettons que vous soyez de ce côté-là. Donc là, c'est ici, là. Ce qu'on va faire, c'est que le bras qui se trouve de votre côté, vous le prenez et vous l'écartez. Ensuite, vous prenez l'autre bras et vous le mettez comme ça, autour du cou. Ensuite, vous prenez la jambe de l'autre côté et vous me basculez tout ça sur le teco. Ouh! Et ensuite, vous n'oubliez pas de faire deux petites choses. Vous allez juste entrouvrir un tout petit peu la mâchoire de la personne, histoire que si jamais il y a des régurgitations ou des liquides qui veulent sortir, elle ne s'étouffe pas avec. Et ensuite, vous allez checker le bidou. Vous gardez une main sur le ventre de la personne, ou le diaphragme, peu importe, histoire de surveiller sa respiration. Et pendant ce temps-là, vous appelez le 15. Et maintenant que vous savez faire des super PLS, vous n'avez plus aucune excuse. Le Purple Day, c'est une journée internationale de sensibilisation sur les épilepsies et de lutte contre les préjugés. Elle a été créée le 26 mars 2008 au Canada par Cassidy Megan qui était alors âgée de 9 ans à ce moment-là. Petit fun fact, mon anniversaire c'est le 26 mars et j'ai été diagnostiquée épileptique en 2008. Je suis littéralement née pour ça. Et qui peut flex, à part moi, que pour son anniversaire, il y a un dress code international. Oui, parce que je ne me suis pas maquillée ni habillée seulement parce que je suis une personne absolument originale. En fait, le mot d'ordre, c'est de porter du violet et de le partager partout sur les réseaux sociaux. D'accord? On inonde les réseaux sociaux de violet. Il y a quelques symboliques que vous devez connaître. Déjà, pourquoi porter du violet? Tout simplement parce que c'est une couleur qui est reliée aux choses qui sont cachées, mystérieuses. Vous savez, quelque chose un peu tabou dont on n'ose pas parler. Du coup, c'est en lien avec la maladie parce que c'était quand même assez invisibilisé. Et même s'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis quelques années, eh bien, il reste encore pas mal de préjugés liés à cette maladie-là. Et également, la lavande, c'est la fleur officielle de l'épilepsie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est également violette, lavande, et traditionnellement elle a été aussi symbole des choses qui sont cachées. Et dans tout ça, revenons-en à qui est Cassidy Megan. Diagnostiquée épileptique à 7 ans, elle s'est sentie effrayée et seule à avoir cette maladie et n'osait parler de cela à personne. L'année suivante, sa mère a demandé à l'Association d'épilepsie de Nouvelle-Écosse, désormais connue sous le nom de l'Association maritime de l'épilepsie, donc EAM, de venir présenter l'épilepsie à l'école où était inscrite Cassidy. Lorsqu'elle a vu que ses camarades étaient curieux et voulaient en savoir davantage à ce sujet, elle a eu un peu moins peur d'en parler. Depuis, elle s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de jour spécifique où les personnes pourraient parler et s'intéresser à l'épilepsie et s'est donc fixé comme objectif de créer cette journée. Alors pourquoi le 26 mars? Tout simplement parce que c'est le jour où le directeur de son école pouvait faire venir chaque année l'EAM. Et donc, comme elle allait reproduire cette journée avec l'école, elle a décidé que ce jour-là deviendrait une journée mondiale où tout le monde pourrait sensibiliser les gens à l'épilepsie. Elle a donc envoyé des lettres aux universités environnantes, à des amis, aux familles, à l'école de son frère et même à tous les politiciens du Canada pour qu'ils viennent se joindre à elle le 26 mars, de porter du violet
et de faire passer le mot. Ils ont été favorables à cela et l'EAM est devenu le partenaire mondial de Cassidy. Et s'en est suivi encore d'autres associations comme la fondation Anita Kaufman AFK en 2009, qui est son partenaire mondial aux États-Unis, pour être ses partenaires et mettre en avant le Purple Day. En 2012, le gouvernement canadien a adopté la loi sur la journée violette, ce qui a donc fait du 26 mars la journée officielle violette, le Purple Day. Il faut également savoir qu'en 2018, cette journée a été célébrée dans l'espace sur la Station spatiale internationale et à la NASA. Si nous pouvons parler de cette maladie aujourd'hui et montrer notre soutien aux patients épileptiques, c'est grâce à Cassidy Megan qui un jour a décidé d'en faire une journée mondiale de sensibilisation afin que les personnes épileptiques du monde entier ne se sentent plus seules et puissent partager leur histoire et informer comme il se doit les non-épileptiques. Il reste encore beaucoup de travail à réaliser puisqu'encore de nombreux préjugés persistent à ce sujet. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous. Premièrement, l'épilepsie est contagieuse. Non, l'épilepsie n'est absolument pas du tout contagieuse. D'ailleurs, il est temps que vous sachiez quelles en sont les causes. Il y a plusieurs causes aux épilepsies. Dans certains cas, ça peut être héréditaire, mais je dis bien dans certains cas, parce que vraiment, ça concerne pas toutes les épilepsies. Sinon, ça peut être dû à un choc physique, comme par exemple un accident sur la route. Un choc thermique, mais vraiment un gros contraste de température. Et des fois, c'est point d'interrogation. Moi par exemple, on ne sait pas d'où ça vient. Et il y a pas mal d'épilepsies où eh bien, on n'en connaît pas encore la raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela peut toucher absolument n'importe qui. Bébé, enfant, adolescent, adulte, personnes âgées. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est également le cas chez les animaux, comme les chats, les chiens, etc. En fait, à partir du moment où c'est vivant et qu'il y a un cerveau, ça peut être sujet à de l'épilepsie. Oui, même les poissons rouges. Deuxième préjugé. Peut-on avaler sa langue pendant la crise? Contrôle surprise, si vous avez bien écouté tout à l'heure, du coup vous connaissez déjà la réponse. Qui a dit oui? Tu vas au coin. T'es puni. Donc si vous avez bien écouté tout à l'heure, évidemment que non, on ne peut pas avaler sa langue lors d'une crise. Aïe, ça fait mal. Troisième préjugé, les jeux vidéo et les écrans, ça donne de l'épilepsie. Trop souvent, il y a des gens qui font cet amalgame-là. Il faut que je vous explique une particularité, c'est qu'il y a des épilepsies qui sont photosensibles. Souvent, dans les jeux vidéo ou même devant certains films, avant que cela ne commence, vous avez des panneaux d'avertissement dont un message qui concerne les épilepsies photosensibles. Les écrans, les jeux vidéo et autres, ça ne donne pas la maladie. En revanche, ce sont des stimuli lumineux qui peuvent provoquer des crises. Et si ça déclenche des crises, c'est parce que la maladie est déjà présente. Un appareil, ça ne peut pas vous donner une maladie. Ne confondez pas. D'ailleurs, il n'y a pas que par rapport aux écrans pour les stimuli lumineux. C'est exactement la même chose lorsque une ampoule est en fin de vie et qu'elle flash tout le temps comme ça. C'est exactement la même chose quand vous êtes en voiture et que vous roulez et qu'il y a les rayons du soleil. Vous voyez qu'ils viennent par à-coups parce que il y a des arbres. Et ben ça aussi, ça peut déclencher une crise. Sachez que vous pouvez être aussi photosensible sans être épileptique. Ça relève seulement de la sensibilité des yeux. Et enfin, mon préjugé préféré. Oui, je ne pensais pas dire cette phrase un jour. Et si t'es épileptique parce que t'es possédé par le diable, vous allez me dire... Bon, c'était à l'époque, quand il n'y avait pas toutes ces avancées médicales, scientifiques, tout ça. Bien sûr que non, c'est encore d'actualité, figurez-vous. J'ai même été la première très étonnée de constater encore que même l'an dernier, il y avait encore des gens qui pensaient que l'épilepsie, c'était de la possession démoniaque. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il y a encore des gens, en Big 2025, qui le pensent. Non, Jean-Eudes, balancer de l'eau bénite sur des patients épileptiques, ça ne les aidera pas à guérir de leur maladie. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils n'ont jamais été possédés par l'un quelconque démon. Mais c'est pas grave, Jean-Eudes, je vais te donner une solution. Essaie de connecter plus de 2 neurones en même temps. Tu verras, ton cerveau fonctionnera beaucoup mieux et tu me remercieras plus tard. Nous arrivons sur ce dernier chapitre et j'ai quelques informations utiles à vous partager. Tout d'abord, 2 structures qui œuvrent au quotidien pour améliorer la santé et le quotidien des patients épileptiques et sensibiliser le plus de personnes possible en France. La FFRE ou
Fondation française pour la recherche sur les épilepsies, qui a 4 missions. Financer et promouvoir la recherche sur les épilepsies, informer et lutter contre les idées reçues, contribuer au soutien des malades et de leurs familles, et agir auprès des pouvoirs publics. Je vous laisse aller faire un tour sur leur site internet, allez checker leur boutique, vous allez y trouver des dépliants, des livres, des choses qui sont très intéressantes et utiles pour votre information. Vous avez également toutes sortes de goodies, des t-shirts, des peluches, bref, je vous laisse aller y jeter un œil. Ils organisent également des événements auxquels vous pouvez participer, comme par exemple lors de la course des héros. En parallèle, il y a également l'association Épilepsie France, qui elle a 9 objectifs. Réunir les patients, leurs proches, les intervenants et les aidants, les informer sur tous les aspects de la maladie, ses conséquences et leur proposer des lieux de réflexion et d'échange sur l'épilepsie. Être force de proposition auprès des pouvoirs publics. Favoriser l'insertion scolaire, professionnelle, sociale des personnes épileptiques et leur accès aux droits communs. Améliorer la qualité de vie des patients épileptiques. Favoriser la recherche sur l'épilepsie. Contribuer à la formation des personnes concernées et intéressées par l'épilepsie dans les services de l'éducation, de la santé et de l'administration. Informer le public afin d'améliorer la représentation de la maladie et l'accueil de la personne épileptique dans la société. Assurer le conseil et l'aide juridique aux personnes épileptiques et défendre leurs droits. Œuvrer pour la fédération des actions entreprises par les associations réunissant des personnes épileptiques. Et je vous laisse également aller checker leur site internet où il y a également énormément de documentation, de renseignements, de webinaires, d'événements, etc. Maintenant, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Tricky Light et qui a été réalisé par le studio Gamabilis. Le studio Gamabilis réalise assez souvent des jeux qui sont considérés comme étant des serious games. Ce sont des jeux qui ont pour but d'avoir un impact. Ce que l'on entend par là, c'est le fait d'apprendre des choses utiles aux gens sur n'importe quel domaine. Et là, en l'occurrence, il s'était associé à l'association Épilepsie France pour créer un jeu vidéo qui parle des épilepsies. Ce jeu vidéo, sachez qu'il est gratuit et qu'il est disponible sur App Store et Play Store. Il est très simple à comprendre et il y a une mine d'or d'informations et de documentation nécessaires et utiles pour vous, ainsi que des conseils sur comment est-ce qu'on vit avec une personne épileptique au quotidien, les protections à mettre par exemple au niveau des coins de table pour éviter que la personne ne se blesse lorsqu'elle fait une crise, etc. Dans ce jeu, vous allez incarner Sam, qui est épileptique et qui vit avec sa compagne, et en fait vous allez vous retrouver dans plusieurs situations différentes où il va falloir trouver une solution pour éviter justement que Sam ne se blesse lorsqu'elle fait une crise d'épilepsie. Au cours du jeu, vous allez apprendre différents types de crises d'épilepsie, également des fiches d'informations sur comment réagir face à ces crises, qui contacter à quel moment, etc. Donc je vous conseille de le télécharger parce que c'est très bien expliqué. D'ailleurs, c'est un jeu qu'on avait fait en stream l'an dernier quand j'avais créé un événement caritatif. J'avais fait un live 24 heures pour récolter des fonds pour la FFRE. Petit récapitulatif sur TikTok. L'an dernier, il y avait eu quelques petits problèmes techniques. Il n'y a qu'une seule partie sur laquelle j'ai pu avoir de la visibilité. Donc je sais qu'il y a au moins 50 € qui ont été levés. Et je sais qu'il y a une bonne partie des gens qui ont été directement sur le site de la fondation pour donner. Donc ça, c'est la partie sur laquelle je n'ai pas de visibilité. Mais en tout cas, encore une fois, infiniment merci à toutes les personnes qui se sont dévouées, qui ont participé, qui se sont intéressées et qui ont donné. Merci aussi à celles qui ont pu partager, qui ont relayé les informations. Merci infiniment. J'aurais aimé réitérer cet événement cette année, seulement je manquais de temps et surtout je voulais que les choses soient plus sérieuses et avec plus de personnes. Donc je fais un petit appel comme ça à des professionnels du domaine du streaming. Si vous savez comment ça se gère ou si vous connaissez des personnes vers qui vous pourriez me renvoyer, ça serait super sympa de votre part parce que je cherche à créer une association pour faire des streams caritatifs sur Twitch, sur d'autres plateformes également, mais qui a pour but de lever des fonds pour les associations concernant la recherche sur les épilepsies. Donc si vous avez des informations sur comment est-ce que ça se gère exactement, parce que je pense que c'est pas la même chose qu'une association qu'on monte lambda comme ça, merci d'avance à vous toutes et tous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout à partager et relayer la vidéo afin que le plus de monde possible puisse la voir. En attendant, je vous fais des gros bisous. Inondez les réseaux sociaux de violet, parlez-en autour de vous et prenez soin de vous. Des bisous!